Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de George Orwell 1984. La dernière vidéo, nous avions entamé le chapitre 3, pardon, la partie 3 et le chapitre 1, où Winston et Julia se sont fait du coup attraper. Nous suivons pour l'instant Winston qui est enfermé et qui attend un peu sa sentence. Il a rencontré O'Brien. À la fin du chapitre 1, il était très malmené. Nous allons voir la suite sans plus tarder aujourd'hui. Et écoutez, n'hésitez pas, je le dis rarement au début de vidéo, mais à vous abonner et à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air sur la vidéo, ça encourage. Et il y a beaucoup, 80-90% des gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne qui écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, c'est encourageant. Et également, je mets, s'il y a besoin, des liens en description où vous pouvez soit acheter le livre, soit également, si vous voulez des vraies lectures professionnelles et pas amateurs comme moi, il y a des livres audibles. Enfin, j'ai un lien audible avec un mois offert. Donc voilà, ça peut être pas mal pour m'encourager également. N'hésitez pas. Donc voilà, mais sans plus tarder, on va entamer notre chapitre 2. On s'approche de la fin, vous vous en doutez. J'ai hâte. Allez, c'est parti. Il est allongé sur quelque chose qui pourrait être un lit de camp. Fixé en hauteur, des sangles l'immobilisent. Il a dans la figure une lumière qui lui paraît plus forte que d'ordinaire. O'Brien se tient auprès de lui et l'observe avec attention. De l'autre côté, un homme en blouse blanche avec une seringue hypodermique. Les yeux ouverts, il ne prend conscience que peu à peu de ce qui l'entoure. Il a l'impression de remonter à la surface de cette pièce depuis des fonds sous-marins. Combien de temps y a-t-il passé? Il ne sait pas. Depuis qu'ils l'ont arrêté, il ne distingue ni nuit ni jour. En outre, ses souvenirs sont discontinus. Il y a eu des moments où sa conscience, y compris la forme de conscience qu'on a dans son sommeil, s'est arrêtée net pour lui revenir après un passage à vide. Mais cet intervalle a-t-il duré des jours, des semaines ou quelques secondes seulement? Impossible à dire. Avec le premier coup sur le coude, le cauchemar a commencé. Par la suite, il comprendra que ce qui s'est produit alors n'était qu'un préalable, un interrogatoire de routine auquel presque tous les prisonniers sont soumis. Il y a un vaste éventail de crimes, espionnage, sabotage, etc., que tous doivent avouer comme allant de soi. Si l'aveu n'est qu'une formalité, la torture, elle, est réelle. Combien de fois il a été frappé, combien de temps ces violences ont duré, il ne s'en souvient pas. Chaque fois, il y avait 5 ou 6 hommes en uniforme noir sur lui en même temps. Ils l'ont cogné à coups de poing, à coups de matraque, de barre de fer, à coups de bottes. Il y a eu des moments où il s'est roulé par terre sans plus de vergogne qu'une bête, en se tortillant dans le vain espoir d'échapper aux coups qu'il lui portait de plus belle, dans les côtes, le ventre, les coudes, les tibias, entre les cuisses, dans les testicules, au bas de l'échine. Il y a eu des moments où les sévices duraient indéfiniment, au point que ce qu'il trouvait le plus cruel, le plus impardonnable, n'était pas que les gardes le cognent sans répit, mais que lui n'arrive pas à perdre connaissance. Il y a eu des moments où il était tellement à bout qu'il implorait leur pitié avant même qu'il n'ait commencé à le frapper, où la seule vue d'un poing levé suffisait à lui faire cracher un flot de crimes réels et imaginaires. Il y en a eu d'autres où il était fermement décidé à ne rien avouer du tout, où il a fallu lui arracher les mots entre deux râles de douleur, et d'autres encore où il a faiblement essayé de négocier avec lui-même en se disant « Je vais avouer, mais pas tout de suite. Il faut que je tienne, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Encore 3 coups de pied, 2, et je leur dis ce qu'ils veulent entendre. » Parfois, il a été tabassé jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout et jeté comme un sac à patates sur les dalles de pierre d'une cellule où on l'a laissé le temps qu'il récupère, pour le sortir et le frapper de nouveau. Il a connu aussi des périodes de récupération plus longues. Il n'en a qu'un souvenir flou parce qu'il les a passées à dormir ou dans un état de stupeur. Il se rappelle d'une cellule avec un lit qui n'était qu'une planche fixée au mur, une cuvette en fer blanc, un ordinaire de soupe chaude et de pain, parfois accompagné de café. Il se rappelle à Barbier et Revêche venus lui raboter le menton et lui couper les cheveux à ras, puis des hommes en blouse blanche, professionnels et indifférents qui ont pris son pouls, testé ses réflexes, retourné ses paupières, qui l'ont palpé avec rudesse pour déceler d'éventuelles fractures et lui ont planté des aiguilles dans le bras pour le faire dormir. Les tabassages se sont espacés au point de devenir plutôt une menace, une horreur à laquelle il pouvait être renvoyé à tout moment s'il ne donnait pas la réponse satisfaisante. Ces questionnaires n'étaient plus des nervis en uniforme noir, mais des intellectuels du parti, petits bonshommes, rondelets, aux mouvements vifs, un éclair dans les lunettes qui se relayaient sur des périodes, croit-il sans certitude aucune, de 10 ou 12 heures d'affilée.
Ses interrogateurs faisaient en sorte qu'il ait mal en permanence, mais pas trop, car la douleur n'était pas leur levier principal. Ils le giflaient, lui tordaient les oreilles, lui tiraient les cheveux, lui refusaient la permission d'aller uriner, lui braquaient des lampes aveuglantes dans la figure jusqu'à ce que ses yeux larmoient, mais dans le seul but de l'humilier et d'anéantir sa capacité de raisonner, d'argumenter. Leur arme véritable était l'impitoyable interrogatoire qui durait des heures et des heures, qui le poussait à la faute, lui tendait des pièges, déformait tout ce qu'il disait pour le convaincre à tout instant de mensonges et de contradictions, au point qu'il se mettait à pleurer de honte et de fatigue nerveuse. Il lui est arrivé de pleurer une demi-douzaine de fois au cours d'une séance. La plupart du temps, il lui hurlait des insultes et menaçait à la moindre de ses hésitations de le livrer aux gardes, et puis parfois il changeait de ton, il lui donnait du camarade, ils en appelaient au Sociang et à Big Brother en lui demandant avec tristesse s'il ne lui restait pas assez de loyauté envers le parti, maintenant encore, pour vouloir défaire le mal qu'il avait fait. Quand il avait les nerfs en charpie après des heures d'interrogatoire, cet appel au sentiment suffisait à le faire pleurer comme un veau. En fin de compte, le harcèlement verbal le brisait plus sûrement que les bottes et les poings de garde. Il n'était plus qu'une bouche qui énonçait et qu'une main qui signait absolument tout ce qu'on lui demandait. Il n'avait qu'une préoccupation, deviner ce qu'il voulait lui faire avouer et l'avouer au plus vite pour éviter que les sévices recommencent. Il a ainsi avoué avoir assassiné des membres éminents du parti, distribué des tracts séditieux, détourné des fonds publics, vendu des secrets défense, s'être livré au sabotage sous toutes ses formes. Il a avoué avoir été espion à la solde du gouvernement estasien dès 1968. Il a avoué être croyant, admirateur du capitalisme et pervers sexuel. Il a avoué avoir assassiné sa femme, lui qui sait bien, comme ses questionneurs sans doute, qu'elle est toujours vivante. Il a avoué avoir entretenu des contacts personnels avec Goldstein pendant des années, avoir adhéré à une organisation clandestine dont faisaient partie presque tous les hommes de sa connaissance. Autant tout avouer et compromettre tout le monde, c'est plus facile. En outre, d'une certaine manière, c'est la vérité. Il est vrai qu'il a été ennemi du parti et le parti ne fait pas la différence entre la pensée et l'action. Il a aussi des souvenirs d'un tout autre ordre. Il se détache dans sa mémoire, isolé, comme des images sur fond noir. Il est dans une cellule où il ne fait ni nuit ni jour, il ne voit qu'une paire d'yeux. À proximité de lui, il y a un instrument au tic-tac lent et régulier. Les yeux grossissent et leur éclat augmente. Tout à coup, il est expulsé de son siège, il flotte, il plonge dans ses yeux qui le happent. Il est attaché par des courroies sur un siège entouré de cadrans, sous des projecteurs aveuglants. Un homme en blouse blanche lit les cadrans. On entend le piétinement de lourdes bottes au dehors. La porte s'ouvre avec un bruit métallique. L'officier au visage de cire entre résolument, suivi par deux gardes. Salle 101, dit l'officier. L'homme en blouse blanche ne se retourne pas. Il ne regarde pas davantage Winston, il ne s'intéresse qu'au cadran. Winston roule le long d'un couloir grandiose, large d'1 kilomètre, baigné d'une glorieuse lumière dorée. Il rugit de rire et clame ses aveux à tue-tête. Il avoue tout, même ce qu'il a réussi à taire sous la torture. Il raconte sa vie à un auditoire qui la connaît déjà. Avec lui, les gardes, les questionneurs, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, Monsieur Charrington, tous roulent ensemble dans le couloir en hurlant de rire. Cette terrible menace à venir, on a réussi à la court-circuiter. Elle ne s'est pas réalisée. Tout s'est arrangé, fini la douleur, le moindre détail de sa vie a été mis à jour, compris, pardonné. Il tente de se lever du lit planche avec la quasi-certitude d'avoir entendu la voix d'Aubrien. Pendant tout son interrogatoire, sans qu'il l'ait jamais vu, il a eu le sentiment qu'il était tout proche, à la marge de son champ visuel. C'était lui qui dirigeait la procédure, lui qui lâchait les gardes sur Winston et lui aussi qui les empêchait de le tuer. Lui qui jugeait quand il fallait le faire crier de douleur, lui accorder un répit, quand il fallait lui donner à manger, quand il fallait qu'il dorme, qu'on lui injecte de la drogue dans le bras. C'était lui qui posait les questions et suggérait les réponses. Il était le tortionnaire, il était le protecteur, il était l'inquisiteur et il était l'ami. Et une fois, il ne se souvient pas s'il l'a entendu dans son sommeil, naturel ou induit par les barbituriques, voire à l'état de veille, une voix lui a murmuré à l'oreille « Ne t'inquiète pas, Winston, tu es sous ma garde. Voilà bientôt 7 ans que je te surveille. L'heure du tournant est arrivée. Je vais te sauver, je vais te rendre parfait. »
Il n'est pas certain que c'était la voix d'Aubryen, mais c'était à coup sûr celle qui lui avait dit « Nous nous retrouverons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres », lors de cet autre rêve vieux de 7 ans. Il n'a pas souvenir que son interrogatoire ait pris fin. Après un passage au noir, la cellule, ou bien la salle où il se trouve à présent, s'est peu à peu matérialisée autour de lui. Il est allongé de tout son long sur le dos, incapable de bouger. Son corps est maintenu immobile, en chaque point essentiel. Jusqu'à sa nuque, qui est bloquée, il ne sait comment. Aubryen le regarde avec une gravité empreinte de tristesse. Vu d'en dessous, son visage aux traits grossiers paraît usé. Il a des poches sous les yeux, des rides de fatigue du nez au menton. Il est plus âgé que Winston ne le croyait. Il a peut-être 48 ans, 50 ans. Sa main est posée sur un cadran muni d'un levier avec des chiffres autour. « Je t'avais dit que si nous nous retrouvions, ce serait ici, lui rappelle Aubryen. « Oui, répond Winston. Sans préavis, sinon un petit geste de la main d'Aubryen, une lame de douleur le submerge. Une douleur effroyable parce qu'il ne voit pas ce qui se passe et qu'il a l'impression qu'on va lui infliger une blessure mortelle. Il ne sait pas si la chose est effective ou s'il s'agit d'un électrochoc, mais il sent qu'on tire lentement sur ses jointures comme pour les disloquer. La douleur lui met la sueur au front, mais le pire, c'est la peur que sa colonne vertébrale se rompe. Il serre les dents et respire avec difficulté par le nez en retenant ses cris aussi longtemps que possible. « Tu crains que quelque chose casse dans ton corps d'une minute à l'autre ?» lui dit Aubryen, les yeux rivés à son visage. « Tu as surtout peur pour ta colonne vertébrale. Tu te fais une image mentale très nette de ces vertèbres qui vont claquer et de ta moelle qui va se répandre. C'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas, Winston ?» Winston ne répond pas. Aubryen ramène le levier en arrière. La vague de douleur reflue aussi vite qu'elle a déferlé. Là, on était à 40. Les numéros du cadran vont jusqu'à 100, comme tu vois. Tu es prié de te souvenir que j'ai le pouvoir de t'infliger une douleur au moment et au degré qu'il me plaira. Si tu me racontes des mensonges, si tu essaies de me surconvenir d'une façon ou d'une autre, si tu veux jouer les imbéciles, tu vas crier de douleur immédiatement. Compris ? Oui. Aubryen adopte une expression moins sévère. Il réajuste ses lunettes d'un air pensif et fait quelques pas. Quand il reprend la parole, sa voix est douce et patiente. Il a l'air d'un médecin, d'un professeur, voire d'un prêtre, désireux d'expliquer et de persuader plutôt que de punir. Je me donne du mal avec toi, Winston, parce que j'estime que tu en vaux la peine. Tu sais parfaitement quel est ton problème. Tu le sais depuis des années, mais tu ne veux surtout pas le savoir. Tu as le cerveau dérangé, la mémoire défaillante. Tu es incapable de te rappeler des événements réels et tu te persuades d'en avoir vécu d'autres qui n'ont jamais eu lieu. Ça se soigne, heureusement. Tu ne t'es jamais soigné parce que tu n'as pas voulu. Il aurait suffi d'un petit effort de volonté, mais tu n'y étais pas prêt. En cet instant même, je m'en rends bien compte, tu t'accroches à ta maladie parce que tu te figures que c'est une vertu. Prenons un exemple. À l'heure actuelle, avec quelle puissance l'Océanie est-elle en guerre? Quand j'ai été arrêté, elle était en guerre contre l'Estasie. Contre l'Estasie, bien, et l'Océanie a toujours été en guerre contre l'Estasie, n'est-ce pas? Winston aspire. Il ouvre la bouche pour parler mais ne dit rien. Il n'arrive pas à détacher les yeux du cadran. La vérité, je te prie, Winston, la tienne, dis-moi ce que tu crois te rappeler. Je me rappelle que jusqu'à une semaine avant mon arrestation, il n'était pas question de guerre contre l'Estasie, elle était notre alliée. La guerre, c'était contre l'Eurasie, elle durait depuis 4 ans, et avant ça... Aubryen l'arrête d'un geste de main. Autre exemple, il y a des années, tu as été victime d'une lubie gravissime. Tu as cru que 3 hommes, anciens membres du parti, nommés Jones, Aronson et Rutherford, tous 3 exécutés pour haute trahison et sabotage après des aveux, on ne peut plus complets, étaient innocents des crimes dont on les avait accusés. Tu croyais avoir vu un document prouvant sans équivoque que leurs aveux étaient des faux. Il existait une certaine photographie qui t'a provoqué une hallucination. Tu as cru l'avoir tenue en main. C'était une photo un peu dans le genre de celle-ci. Une coupure de journal rectangulaire vient d'apparaître entre les doigts d'Aubryen. Pendant peut-être 5 secondes, elle reste dans le champ visuel de Winston. Il s'agit bien d'une photo et ce qu'elle représente ne fait aucun doute. C'est LA photo. C'est un exemplaire de la photo de Jones, Aronson et Rutherford au congrès du parti à New York, celle sur laquelle il est tombé il y a 11 ans et qu'il a immédiatement détruite. Il ne l'a sous les yeux qu'un instant et elle disparaît aussitôt. Mais il l'a vue. Il l'a vue sans aucun doute. Il tente un effort désespéré, déchirant pour dégager le haut de son corps,
Impossible de bouger d'un seul centimètre dans quelque direction que ce soit. Pour l'instant, il a même oublié le cadran. Tout ce qu'il veut, c'est tenir la photo en main de nouveau, ou du moins la voir. Elle existe, s'écrie-t-il. Non, dit O'Brien. Il traverse la pièce. Il y a un trou de mémoire sur le mur d'en face. O'Brien soulève le couvercle. Invisible, le frêle petit bout de papier s'en va tourbillonner dans le courant d'air chaud. Il disparaît dans un éclair de flamme. O'Brien se tourne vers Winston. Il n'en reste plus que des cendres, et encore des cendres impossibles à identifier, de la poussière plutôt. La photo n'existe pas, elle n'a jamais existé. Mais si, elle a existé, elle existe toujours, elle existe dans la mémoire, je m'en souviens, toi aussi tu t'en souviens. Mais moi non, je ne m'en souviens pas, dit O'Brien. Le cœur de Winston sombre dans sa poitrine. C'est du double pensée. Il est terrassé par un sentiment d'impuissance. Si seulement il avait la certitude qu'O'Brien ment, ce ne serait pas grave. Mais il se peut tout à fait que ce dernier ait oublié la photo. Et dans ce cas, il a déjà oublié qu'il a nié son souvenir. Oublié qu'il a oublié. Comment être sûr qu'il s'agit d'un simple tour de passe-passe? Peut-être que le dédoublement délirant de l'esprit peut effectivement se produire. L'idée l'accable. O'Brien le regarde d'un air pensif. Plus que jamais, on dirait un professeur qui se donne du mal pour un élève indiscipliné mais prometteur. Il y a un slogan du parti qui concerne la maîtrise du passé. Répète-le, je te prie. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé, récite Winston docilement. Qui contrôle le présent contrôle le passé, reprend O'Brien, qui hoche lentement la tête en signe d'approbation. Selon toi, Winston, le passé a-t-il une existence réelle? De nouveau, le sentiment de son impuissance écrase Winston. Ses yeux se posent sur le cadran. Il ne sait pas s'il faut dire oui ou non pour éviter la douleur. Il ne sait même pas lequel des deux lui paraît la réponse juste. O'Brien a un demi-sourire. Tu n'es guère métaphysicien, Winston. Jusqu'à cette minute, tu n'avais jamais réfléchi à ce que le mot existence recouvre. Je vais être plus précis. Est-ce que le passé a une existence concrète en un point de l'espace? Y a-t-il quelque part un lieu, un monde d'objets matériels où le passé aurait encore cours? Non. Alors, où le passé existe-t-il, si tant est qu'il existe? Dans les archives, il est consigné. Dans les archives, et puis dans l'esprit humain, dans la mémoire des hommes. Dans la mémoire, très bien. Nous, le parti, contrôlons toutes les archives comme nous contrôlons toutes les mémoires. Il s'ensuit que nous contrôlons le passé, d'accord? Mais comment feriez-vous pour empêcher les gens de se souvenir? S'écrie Winston qui en oublie momentanément le cadran. C'est involontaire, ils n'y sont pour rien. Comment pourriez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. O'Brien retrouve une attitude sévère. Il a posé la main sur le cadran. Détrompe-toi, c'est toi qui ne l'as pas contrôlé. Et c'est ce qui t'amène ici. Tu es ici parce que tu as manqué d'humilité et d'autodiscipline. Tu n'as pas voulu accomplir l'acte de soumission qui est le prix de la santé mentale. Tu as préféré être un fou, une minorité réduite à un seul individu. Seul l'esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Tu crois que la réalité est quelque chose d'objectif, d'extérieur, qui existerait à part entière? Tu crois aussi qu'elle s'impose comme une évidence? Quand tu te persuades de voir quelque chose, tu te figures que tout le monde voit la même chose que toi? Mais je te le dis, Winston, il n'y a pas de réalité extérieure. La réalité existe dans l'esprit de l'homme, nulle part ailleurs. Je ne te parle pas de l'esprit de l'individu qui peut se tromper, et de toute façon, à la vie courte, mais du cerveau du parti, lequel est collectif et immortel. Tout ce que le parti tient pour vrai est la vérité. On ne saurait voir la vérité autrement que par ses yeux. Voilà ce que tu dois réapprendre, Winston, au prix d'un acte d'autodestruction par un effort de volonté. Ta santé mentale passe par l'humilité. Il se tait un moment, comme pour laisser Winston s'imprégner de ce qu'il vient de dire. Tu te rappelles que tu as écrit dans ton journal « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 » Oui. O'Brien lève la main gauche, pouce caché. 4 doigts tendus. Combien de doigts, Winston? 4. Et si le parti dit qu'il n'y en a pas 4 mais 5, combien? 4. Le mot finit en un cri étranglé. L'aiguille a sauté sur 55. Son corps se couvre de sueur. L'air lui déchire les poumons et ressort sous la forme de râle qu'il n'arrive pas à réprimer, même en serrant les dents. O'Brien le regarde. Il tend toujours 4 doigts. Il rétrograde le levier. Cette fois, la douleur est à peine moins violente. Combien de doigts, Winston? 4.
L'aiguille monte à 60. Combien de doigts, Winston? 4, 4, que veux-tu que je te dise? 4. L'aiguille a dû faire un nouveau bond, mais il ne la regarde pas. La face sévère aux traits lourds et les 4 doigts tendus remplissent son champ visuel. Les doigts se dressent devant ses yeux tels d'énormes colonnes floues. On dirait qu'il les vivre, mais pas d'erreur, il y en a 4. Combien de doigts, Winston? 4. Arrête, arrête, tu peux pas me faire ça. 4, 4. Combien de doigts, Winston? 5, 5, 5. Non, Winston, ça ne sert à rien, tu mens. Tu penses toujours qu'il y en a 4. Combien de doigts, je t'en prie? 4, 5, 4, tout ce que tu veux, mais arrête, arrête cette douleur. Brusquement, il se retrouve assis, le bras d'Aubrien autour de ses épaules. Il a peut-être perdu connaissance quelques secondes. Les liens qui l'immobilisaient sont desserrés. Il a très froid. Il est saisi d'un tremblement irrépressible. Il claque des dents, des larmes lui roulent sur les joues. Pendant un instant, il s'accroche comme un bébé à Aubrien, bizarrement réconforté par son bras lourd. Il a le sentiment qu'il est son protecteur, que la douleur lui vient d'ailleurs, d'une autre source, et que c'est lui qui l'en sauve. Tu n'apprends pas vite, Winston, lui dit Aubrien avec douceur. Qu'est-ce que j'y peux? Sanglote-t-il. Qu'est-ce que j'y peux si c'est ce que je vois? 2 et 2 font bien 4. Parfois, Winston, parfois ils font 5, parfois ils font 3, parfois 3, 4, 5 en même temps. Applique-toi, la santé mentale se mérite. Il allonge Winston sur le lit. Ses membres sont de nouveau fermement maintenus, mais la douleur a reflué, le tremblement a cessé, le laissant seulement faible et glacé. Aubrien fait un signe de tête à l'homme en blouse blanche qui est resté immobile pendant la procédure. Celui-ci se penche et observe les yeux de Winston, lui prend le pouls, pose une oreille contre sa poitrine, donne une tape par-ci par-là, puis adresse à Aubrien un signe d'acquiescement. On reprend, dit celui-ci. La douleur envahit le corps de Winston. L'aiguille doit être sur 70, 75. Cette fois, il a fermé les yeux. Il sait que les doigts n'ont pas bougé et qu'il y en a toujours 4. Tout ce qui compte, c'est de rester vivant jusqu'à la fin du spasme. Il ne se rend même plus compte s'il crie ou pas. La douleur décroît de nouveau. Il rouvre les yeux. Aubrien a baissé le levier. Combien de doigts, Winston? 4, sûrement 4. J'en verrais 5 si je pouvais. J'essaie d'en voir 5. Qu'est-ce que tu veux, me persuader que tu en vois 5 ou en voir 5 de tes yeux? En voir 5 de mes yeux. On recommence, dit Aubrien. L'aiguille est peut-être sur 80, 90. Il ne se rappelle que par intermittence la cause de cette douleur. Derrière ses paupières vissées, une forêt de doigts se livre à une danse, une sarabande. Ils disparaissent pour ressurgir. Il essaie de les compter. Il ne sait plus pourquoi. Il sait seulement que tout calcul est impossible à cause d'une égalité mystérieuse entre 4 et 5. La douleur se dissipe de nouveau. Quand il ouvre les yeux, c'est pour découvrir qu'il voit toujours la même chose. Des doigts innombrables, telle une forêt en mouvement, traversent et retraversent son champ de vision. Il ferme les yeux. Combien de doigts est-ce que je tends, Winston? Je ne sais pas, je ne sais plus. Tu vas me tuer si tu recommences. 4, 5, 6, honnêtement, je ne sais pas. Mieux, commente Aubrien. Une aiguille s'enfonce dans le bras de Winston. Presque aussitôt, une chaleur béate et bienfaisante inonde tout son corps. La douleur est déjà à moitié oubliée. Il ouvre les yeux et regarde Aubrien avec gratitude. À la vue de ce visage lourd et ridé, si laid et si intelligent, il éprouve un revirement d'affectif. S'il pouvait bouger, il tendrait la main et lui poserait sur le bras. Il ne l'a jamais aimé aussi profondément qu'en cet instant, et pas seulement parce qu'il a fait cesser la douleur. Le sentiment d'autrefois lui revient. Au fond, peu importe qu'Aubrien soit son ami ou son ennemi, c'est un homme à qui parler. Peut-être est-il moins crucial d'être aimé que d'être compris. Aubrien l'a torturé jusqu'à le rendre fou, ou presque, et bientôt il l'enverra à la mort. Peu importe, ils partagent une intimité plus profonde que l'amitié. Quelque part, quand bien même les mots ne seraient pas prononcés, ils peuvent se retrouver pour parler. Aubrien le regarde avec une expression suggérant qu'il pourrait bien penser la même chose. Quand il reprend la parole, c'est sur le ton dégagé de la conversation. « Tu sais où tu es, Winston ?»« Je ne sais pas. Au ministère de l'amour, j'imagine. »« Tu sais depuis combien de temps tu es ici ?»« Je ne sais pas. Des jours, des semaines, des mois, je pense. »« Et pourquoi crois-tu que nous amenons les gens ici ?»« Pour qu'ils avouent. »« Non, pas pour ça. Cherche encore. »« Pour les punir ?»« Non, s'exclame Aubrien. Sa voix a changé du tout au tout. Son visage a pris une expression à la fois sévère et animée. Non, pas seulement pour obtenir tes aveux, ni pour te punir. Faut-il vraiment que je te dise pourquoi nous t'avons fait venir ici?
pour te soigner, pour t'amener à la raison. Veux-tu bien comprendre, Winston, que nous ne laissons jamais sortir de nos mains quelqu'un qui ne serait pas guéri? Les crimes ineptes que tu as commis ne nous intéressent pas. L'acte en lui-même n'intéresse pas le parti, c'est la pensée qui nous intéresse. Nous ne nous contentons pas de détruire nos ennemis, nous les transformons. Tu comprends ce que j'entends par là? Penché sur Winston, son visage tout proche paraît énorme et vu d'en bas, il est d'une laideur affreuse. En outre, il est empreint d'une exaltation, d'une intensité maniaque. De nouveau, Winston sent son cœur se serrer. S'il le pouvait, il s'enfoncerait dans le lit pour se cacher. Il est convaincu qu'Aubrien va faire grimper l'aiguille par pure cruauté. C'est alors que l'homme s'écarte, au contraire, et fait quelques pas, puis il reprend avec moins de véhémence. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ici, on ne fabrique pas de martyrs. Tu as lu des choses au sujet des persécutions religieuses du passé. Au Moyen Âge, c'était l'Inquisition. Elle a échoué. Elle qui s'était fixée pour but d'éradiquer l'hérésie, elle l'a perpétuée. Pour chaque hérétique brûlé par le bûcher, il s'en dressait des milliers. Et pourquoi? Parce que l'Inquisition mettait ses ennemis à mort sur la place publique et sans qu'ils se soient repentis. C'était précisément pourquoi elle les tuait d'ailleurs. Des hommes mouraient parce qu'ils refusaient de renoncer à leur vraie foi. Il va de soi que toute la gloire revenait alors à la victime, et la honte à l'inquisiteur qui l'avait brûlé. Plus tard, au XXe siècle, sont arrivés les totalitaires, comme on disait, les nazis allemands et les communistes russes. Les Russes ont persécuté l'hérésie plus férocement encore que l'Inquisition, et ils s'imaginaient avoir tiré les leçons des erreurs du passé. Du moins avaient-ils compris qu'il ne faut jamais faire de martyrs. Avant de livrer leurs victimes à un procès public, ils s'attachaient à leur retirer toute dignité. Ils les minaient par la torture et la solitude, les réduisaient à l'état de loques, misérables et serviles, qui avouaient tout ce qu'on leur dictait, se couvraient la tête de cendres, s'entre-accusaient, chacun prenant l'autre pour bouclier, tous implorant pitié. Et pourtant, au bout de quelques années, tout recommençait. Les morts étaient devenus des martyrs, leur avilissement oublié. Là encore, pourquoi? D'abord parce que leur aveu avait de toute évidence été extorqué sous la torture et ne correspondait pas à la vérité. Nous ne commettrons pas ces erreurs. Tous les aveux prononcés ici sont vrais. Nous les rendons vrais. Et surtout, nous ne laissons pas les morts se dresser contre nous. Il faut que tu cesses de te figurer que la postérité te vengera, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de toi. Tu seras soustrait au flot de l'histoire, nous te transformerons en gaz et nous t'expédierons dans la stratosphère. Il ne se restera rien de toi, pas même un nom sur un registre, pas même un souvenir dans un cerveau vivant. Tu seras réduit à néant dans le passé comme dans l'avenir. Tu n'auras jamais existé. Alors pourquoi prendre la peine de me torturer? Songe Winston avec une amertume passagère. O'Brien s'interrompt comme s'il avait pensé tout haut. Sa grosse face hideuse s'approche, les yeux un peu rétrécis. Tu es en train de te dire que si nous avons l'intention de t'anéantir de telle sorte que rien de ce que tu puisses dire ou faire n'est la moindre importance, pourquoi prendre la peine de t'interroger avant? C'est bien ce que tu étais en train de penser, non? Oui. O'Brien a un léger sourire. Tu jures dans le décor, Winston, tu fais tâche, il faut t'effacer. Ne t'ai-je pas dit à l'instant que nous sommes différents des persécuteurs du passé? Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, pas même de la soumission la plus abjecte. Lorsque tu finiras par te rendre à nous, ce sera de ton plein gré. Nous ne détruisons pas l'hérétique qui nous résisterait, nous le convertissons, nous nous emparons du plus secret de son être et nous le reformons. Ce que nous brûlons, nous, c'est le mal, l'erreur qui l'habite. Nous le ramenons à nous, non pas en apparence, mais sincèrement, cœur et âme. Nous l'assimilons avant de le tuer. Nous ne supportons pas qu'une pensée erronée existe où que ce soit dans le monde, si secrète et si vaine soit-elle. À l'instant de la mort même, nous n'autorisons aucune déviance. Autrefois, l'hérétique marchait au supplice fidèle à lui-même en professant son hérésie avec exultation. Même si la victime des purges russes pouvait porter sa rébellion dans son crâne en traversant le couloir qui menait au peloton d'exécution. Nous rendons la cervelle parfaite avant de la faire sauter. Le commandement des anciens despotismes interdisait. C'était « tu ne feras pas ». Le commandant des totalitaires prescrivait « tu feras ». Le nôtre affirme « tu seras ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse jamais contre nous. Tous sont lavés de leurs fautes. Même ces trois misérables traîtres que tu as jadis cru innocents, Jones, Aronson et Rutherford, nous avons bel et bien fini par les briser. J'ai moi-même pris part à leur interrogatoire.
Je les ai vus peu à peu s'user, gémir, s'humilier, sangloter, et à la fin, ce n'était plus de la douleur ou de la peur, c'était de repentir. Lorsque nous en avons terminé avec eux, ils n'étaient plus que des coquilles vides. Il ne restait plus rien en eux, sinon le chagrin de ce qu'ils avaient commis et l'amour pour Big Brother. C'était touchant de voir comme ils l'aimaient. Ils nous ont supplié de les fusiller sans tarder, pour pouvoir mourir l'esprit encore pur. Sa voix s'est faite rêveuse presque. L'exaltation, l'enthousiasme dément se lisent toujours sur son visage. Il ne fait pas semblant, pense Winston. Ce n'est pas un hypocrite. Il croit chaque mot qu'il prononce. Ce qui l'oppresse le plus, c'est la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il observe cette silhouette si lourde et pourtant gracieuse qui arpente la pièce, entrant et sortant de son champ visuel. À tous égards, O'Brien est plus vaste que lui. Il n'y a pas une seule idée que Winston ait eue ou puisse avoir qu'O'Brien n'ait depuis longtemps passé au crible avant de la rejeter. Son esprit contient celui de Winston, mais dans ce cas, comment se peut-il qu'O'Brien soit fou? Ce doit être lui, Winston, qui l'est. O'Brien s'est arrêté et le considère de sa hauteur. Sa voix est redevenue sévère. Ne va pas t'imaginer que tu sauveras ta peau, Winston, si complète que soit ta capitulation. Aucun égaré n'est jamais épargné, et même si nous choisissons de te laisser aller jusqu'au terme naturel de ton existence, tu ne nous échapperais pas pour autant. Dis-toi bien que ce qui t'arrive ici est définitif. Nous allons te broyer de manière irréversible. Ce qui va t'arriver, tu ne t'en remettras pas quand bien même tu vivrais 1000 ans. Tu ne seras plus jamais capable d'un sentiment humain. Tout sera mort en toi. Plus jamais tu ne pourras connaître ni amour, ni amitié, ni joie de vivre, ni rire, ni curiosité, ni courage, ni intégrité. Tu seras creux. Nous allons te vider de ta substance pour te remplir de nous. Il marque un temps et fait signe à l'homme en blouse blanche. Winston sent qu'on pousse un instrument lourd derrière sa tête. O'Brien s'est assis à son chevet, de sorte que leurs visages sont presque au même niveau. 3000, annonce-t-il par-dessus la tête de Winston à l'homme en blouse blanche. 2 tampons mous et légèrement humides viennent se fixer sur les tempes de Winston. Il gémit faiblement. Douleur en perspective d'un nouveau genre. O'Brien pose une main rassurante, presque gentille, sur la sienne. Ça ne fera pas mal cette fois. Regarde-moi dans les yeux. Ces mots sont suivis d'une explosion dévastatrice. On dirait bien une explosion, même s'il n'est pas certain qu'elle fasse le moindre bruit. Il y a sans aucun doute un éclair aveuglant. Winston n'est pas blessé, il est prostré. Déjà allongé sur le dos quand le phénomène s'est produit, il a pourtant la curieuse sensation d'avoir été expédié au tapis. Un coup terrible, quoique indolore, l'a aplati, et puis il s'est passé quelque chose dans sa tête. À mesure que sa vision redevient nette, il se rappelle qui il est, où il est, et reconnaît le visage poncé sur le sien. Malgré tout, il reste quelque part un grand blanc, comme si on lui avait retiré une portion du cerveau. Ça va passer, dit O'Brien. Regarde-moi dans les yeux. Avec quel pays l'Océanie est-elle en guerre? Winston réfléchit. Il sait ce que veut dire Océanie, il sait qu'il en est lui-même citoyen, il se rappelle aussi l'Eurasie et l'Estasie, mais laquelle est en guerre contre laquelle, il n'en sait rien. À vrai dire, il n'était pas au courant qu'il y avait une guerre. Je m'en souviens pas. L'Océanie est en guerre contre l'Estasie, tu t'en souviens à présent? Oui. L'Océanie a toujours été en guerre contre l'Estasie. Depuis ta naissance, depuis la naissance du parti, depuis la naissance de l'histoire, la guerre dure sans interruption. Toujours la même guerre, tu t'en souviens? Oui. Il y a 11 ans, tu t'es construit une légende autour de 3 condamnés à mort pour haute trahison. Tu prétendais avoir vu un papier apportant la preuve de leur innocence. Ce papier-là n'a jamais existé. Tu l'as inventé et tu t'es persuadé de son existence toi-même. Est-ce que tu te souviens maintenant du moment où tu l'as inventé? Oui. Il y a un instant, je t'ai montré les doigts de ma main. Tu en as vu 5, tu t'en souviens? Oui. O'Brien lève les doigts de sa main gauche, pouce caché. Il y a 5 doigts ici. Tu en vois 5? Oui. Et il les voit en effet, un instant fugace avant qu'il y ait les changements de décor dans sa tête. Il voit 5 doigts, sans déformation, puis tout redevient normal, et la vieille peur, la haine, le désarroi lui reviennent en force. N'empêche qu'il a bel et bien vécu cet instant, qui a duré quoi? 30 secondes de certitude lumineuse où chaque suggestion d'Aubrien a comblé une zone blanche et s'est changée en vérité absolue, où 2 et 2 auraient pu faire 3, tout aussi facilement que 5 si nécessaire. La lumière s'est éteinte avant qu'Aubrien n'ait laissé retomber sa main, mais même s'il est incapable de la retrouver, il se rappelle que cette lumière, comme on se rappelle une expérience intense qui remonte à une époque lointaine de sa vie où l'on était en effet un autre. Tu
Tu vois maintenant que c'est du moins possible. Oui. O'Brien se redresse, l'air satisfait. À sa gauche, Winston voit l'homme en blouse blanche casser le bout d'une ampoule et tirer la pompe d'une seringue. O'Brien se tourne vers Winston avec un sourire. Du même geste qu'avant, ou presque, il réajuste ses lunettes sur son nez. Tu te rappelles avoir écrit dans ton journal qu'il importait peu que je sois ton ami ou ton ennemi, puisque j'étais du moins quelqu'un qui te comprenait et à qui tu pouvais parler. Tu avais raison, j'ai plaisir à parler avec toi, ta tournure d'esprit me plaît, elle ressemble à la mienne, à ceci près que toi, il se trouve que tu es fou. Avant que nous terminions cette séance, tu peux me poser quelques questions si tu en as envie. N'importe quelle question. N'importe. Il voit que Winston a les yeux rivés au cadran. Il est éteint. Quelle est ta première question? Qu'avez-vous fait de Julia? O'Brien sourit de nouveau. Elle t'a trahi, Winston. Tout de suite, sans réserve. J'ai rarement vu quelqu'un se rendre à nous aussi vite. Tu la reconnaîtrais à peine. Toute sa révolte, sa duplicité, sa folie, ses obscénités, tout a été consumé. Une conversion parfaite, un cas d'école. Vous l'avez torturée? O'Brien ne répond pas. Question suivante. Est-ce que Big Brother existe? Bien sûr qu'il existe, le parti existe, Big Brother est l'incarnation du parti. Est-ce qu'il existe dans le même sens que j'existe? Tu n'existes pas. De nouveau, il est en but à un sentiment d'impuissance. Il connaît, ou du moins imagine, les arguments qui prouvent sa non-existence, mais ce ne sont que des non-sens, des jeux de langage. L'énoncé tu n'existes pas ne contient-il pas une absurdité logique? Mais à quoi bon le dire? Son cerveau se recroqueville à l'idée des arguments déments et imparables qu'Aubrien lui opposerait pour le démolir. Je crois que j'existe, avance-t-il avec lassitude. J'ai conscience de ma propre identité. Je suis né, je mourrai. J'ai des bras, des jambes, j'occupe un point spécifique de l'espace. Aucun objet tangible ne peut occuper le même en même temps. Dans ce sens donc, est-ce que Big Brother existe? C'est sans importance. Il existe. Est-ce qu'il va mourir un jour? Bien sûr que non. Comment pourrait-il mourir? Question suivante. Est-ce que la fraternité existe? Ça, Winston, tu ne le sauras jamais, même si nous décidions de te libérer quand nous en aurons fini avec toi, et si tu vis jusqu'à 90 ans, tu ne découvriras jamais si la réponse à cette question est oui ou non. Tant que tu vivras, ce sera pour toi une énigme irrésolue. Winston se tait, sa poitrine se soulève un peu plus vite. Il n'a toujours pas posé la première question qui lui était venue à l'esprit. Il faut qu'il la pose, et pourtant sa langue refuse de l'articuler. Une pointe d'amusement se lit sur le visage d'Aubrien. Ses lunettes elles-mêmes affichent une lueur ironique. Il sait, se dit Winston brusquement, il sait ce que je vais lui demander. Aussitôt les mots lui jaillissent dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 101? O'Brien ne change pas d'expression, il répond sèchement. Tu le sais bien ce qu'il y a dans la salle 101, Winston. Tout le monde sait ce qu'il y a dans la salle 101. Il lève un doigt dans la direction de l'homme en blouse blanche. Manifestement, la séance est terminée. Une aiguille se plante dans le bras de Winston qui, presque aussitôt, sombre dans un sommeil profond. C'est la fin de notre chapitre 2. Un chapitre assez hard, hein, avec un O'Brien qu'on a envie vraiment de casser la figure, non, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Euh, donc notre Winston va se faire lobotomiser et tout ça pour la finalité juste de partir mourir avec un cerveau pur. Bon, écoutez, j'espère que, comme dans les films, vous savez, les films d'action, il va se passer un gros retournement de situation et que on va pouvoir casser la figure à cet O'Brien et que notre Winston reprenne ses esprits, garde ses valeurs et, que ça finisse plutôt positivement, non? Écoutez, en tout cas, j'espère que la lecture vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances si vous l'êtes encore. Et bonne rentrée pour ceux qui vont reprendre, ça ne va pas tarder. Et belle journée, bonne soirée, bonne nuit si tel est le cas, et à très vite.